Pourquoi je présente aujourd'hui les fièvres aiguës isolées non palustres? C'est parce que quand j'avais vu le programme d'Olivier Domarle, qui était déjà très, très vaste, quelque chose m'a frappé un petit peu, on ne parlait pas des autres types de fièvres, et donc je me suis permis de suggérer à Olivier d'inclure le sujet des fièvres isolées non palustres à titre d'information, et donc force m'a été due de devoir faire cette présentation dans un domaine où je ne suis pas du tout expert. Alors là je suis obligé quand même de demander votre indulgence, parce que ça a été quand même un gros travail de recherche, un peu comme ce que vous faites actuellement pour les présentations, mais ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, donc indulgence s'il vous plaît. Voilà, mais c'est quand même très important de penser... Voilà. Pourquoi c'est important de penser aux autres types de fièvres? Quand je travaillais au Niger à l'époque, une première étude qui avait été faite en 91 par Olivard avait montré que pendant la saison sèche, près de 95% des fièvres étaient des faux diagnostics de paludisme et 46% en saison des pluies. À la même époque au Mali, mais vous voyez que ça a été publié quand même juste récemment par l'équipe de Dogo avec Dr Nico. Sur une étude de 92, c'est pareil, ils ont préconisé qu'on augmente le seuil pyrogène en fonction de la saison des pluies, puisque dans l'ensemble, les gens qui sont porteurs asymptomatiques ont des seuils de parasitémie plus élevés pendant la saison des pluies. Pardon, je ne sais pas. Donc, il résultait de ce type de travail que sur 800 000 cas déclarés par an chez l'enfant de paludisme présomptif, seulement 10% des cas pouvaient être supposés en saison sèche des cas de paludisme. La question que personne n'a posée à l'époque, c'est quelles étaient ces causes de fièvre. Finalement, c'est quelque chose dont on ne s'est jamais occupé, et je ne crois pas qu'au Niger, on ne se soit, peut-être Jean Roux va me contredire, mais depuis cette époque, on ne s'est pas beaucoup soucié de savoir quels étaient ces autres types de fièvre au Niger, donc c'était particulièrement intéressant d'entamer ce sujet. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est lorsqu'on utilise systématiquement le diagnostic présomptif toute fièvre égale paludisme, quel est le risque que l'on prend? Le risque doit être jugé bien sûr par rapport au risque mortel que vous avez de contracter un paludisme, mais vous avez aussi le risque avec un certain nombre d'autres pathologies qui ne vont pas être correctement traitées, et vous allez voir par la suite qu'il y a une mortalité relativement élevée dans ces causes négligées de fièvre. Je me suis aussi posé la question, finalement, comment peut-on faire le diagnostic d'une fièvre isolée, le diagnostic étiologique? Quelles possibilités a-t-on dans un dispensaire? Et si on peut faire un diagnostic étiologique, quelles sont les implications en termes de politique de santé? La première chose que j'ai réalisée, c'est que est-ce que ces fièvres qui sont toutes déclarées palustres sont vraiment des fièvres isolées? Une des conditions primordiales, c'est de faire une anamnèse correcte, un examen clinique répété qui permettrait de trouver des signes de localisation, et vous savez que ce genre de pratique n'est pas souvent possible dans un dispensaire. Pourquoi? Au Niger par exemple, en général, le temps de passage d'un enfant, dans les études qu'on a fait en 89-90, moins de 3 minutes. Donc pour qu'un enfant soit examiné et pour qu'on trouve des signes de localisation, c'était quand même particulièrement difficile. Deuxième chose, c'est surtout sur l'interrogatoire. Très peu d'infirmiers ou de médecins pensent à examiner un petit peu. Donc souvent, on fait le diagnostic présomptif de fièvre sur l'anamnèse et on n'a aucun élément d'orientation sur des signes respiratoires, ORL, urinaires, etc. Alors, hier, une réflexion de Sophie, oui, les médecins ne sont pas des bons cliniciens, on pourrait différencier le paludisme des autres types de fièvre. En fait, lorsqu'on fait un peu une relecture de la littérature, eh bien, c'est très difficile, même pour on a testé les pédiatres, on a testé les infirmiers, eh bien, les pédiatres étaient les plus mauvais à faire la différence entre paludisme et autres types de fièvre, je ne sais pas pourquoi. Et vous voyez ici, dans cette diaporama, je ne vais pas détailler, que tout le monde a essayé de trouver des critères qui permettaient d'améliorer la sensibilité et la spécificité de la clinique en faveur du paludisme.
Un certain nombre de gens ont construit des algorithmes. J'ai essayé de retrouver les algorithmes de l'OMS. Vous dire, je n'y suis pas arrivé sur Internet, donc j'ai sans doute mal cherché. Mais je crois qu'il faut retenir le fait que les algorithmes, en général, ont été bâtis dans un endroit avec une transmission très particulière, une saisonnalité très particulière, et qui n'ont que rarement une valeur universelle. Il faut donc se rappeler que les algorithmes, quels qu'ils soient, sont limités au milieu de transmission dans lequel vous vous trouvez, et sans doute aux conditions locales d'étude. Par exemple, l'étude qui est présentée là aux Philippines en dessous, vous voyez qu'ils proposaient, qu'ils ont montré que la valeur prédictive pendant la saison sèche et pendant la saison des pluies, la valeur prédictive a bien varié le fait de prendre la fièvre, les frissons et la transpiration comme un élément prédictif. Alors l'équipe de François Nosten et un certain nombre d'autres personnes ont aussi étudié la validité de tous ces signes. Je passe rapidement. Vous voyez que dans l'ensemble, il y a très peu de signes sensibles, en particulier chez les enfants, et seulement quelques groupes de signes qui sont relativement spécifiques. Les trois derniers en bas, l'association fièvre, splénomégalie, absence de rhume, pas de vomissement, par exemple, qui trouvent des spécificités relativement élevées, mais lorsqu'on veut faire un diagnostic, il faudrait être un peu plus sensible, et donc vous voyez qu'on a des sensibilités très très basses. Deuxième constat qui vient de la période malgache. Vous savez comme moi qu'à Madagascar, on a des habitudes tenaces, en particulier l'habitude de traiter tous les malades fébriles par la quinine, en particulier à Tananarive et dans les environs, et que la symptomatologie paludisme à goutte épaisse négative appelle souvent encore un traitement par la quinine sur des raisons qu'on a du mal à s'expliquer encore maintenant. C'est difficile de changer les habitudes, parce qu'en général on a appris ça en tant qu'étudiant, et que je pense que dans l'idée des Malgaches, on a toujours la mémoire des épidémies qu'il y a eu une quinzaine d'années, et qu'on a toujours peur que l'épidémie revienne encore sur les hauts plateaux. Mais ça, qu'une épidémie survienne, ça n'impose pas de traiter tout le monde par la quinine lorsque les gouttes épaisses sont négatives, je ne crois pas. Alors, l'actualité, un petit mot de Sophie hier, j'ai profité pour le mettre. Actuellement à Tamatave, il sévit une épidémie de dengue et de chikungunya. Apparemment, sur les malades hospitalisés, seulement 10%, moins de 10% des malades hospitalisés pour malaria auraient une goutte épaisse positive, et pourtant ils reçoivent bien sûr tous de la quinine. Donc j'ai bien dit que c'était un chiffre officieux. Troisième constat. L'année dernière, je suis arrivé au Laos après une quinzaine d'années en Afrique, et les gens que j'ai rencontrés donc au Laos, en particulier l'équipe de Paul Newton qui travaille avec le Wellcome Trust, ou les gens de l'Institut francophone de médecine tropicale où je travaille, m'ont un petit peu parlé de la situation. Le premier constat, c'est qu'il n'y a plus de paludisme pratiquement à Vientiane, la capitale, et qu'en 1999, eh bien, le paludisme était la première cause d'hyperthermie recensée dans les statistiques officielles. Alors, on se demande un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux époques, pourquoi on ne recense plus du tout le paludisme. Est-ce que c'est dû au programme national paludisme, ou est-ce qu'on a pu faire d'autres avancées dans ce domaine-là? Donc ça, c'était des constats, un certain nombre de constats. Et maintenant, pour aborder le sujet, quelles étiologies sur les fièvres en Afrique, j'ai procédé comme font beaucoup de gens, c'est-à-dire je suis allé chercher dans Medline, et puis j'ai tapé Fever, étiologie et Africa, et vous voyez que j'ai eu 2700 références et 227 revues, donc revues de synthèse d'articles. Alors je n'avais que quelques jours pour préparer ça, je me suis limité à lire les 227 revues, rapidement bien sûr. Donc il s'agit donc d'un aperçu sur la base de à peu près 200 relectures, et que je n'ai pas revu tous les articles qui peut-être, certains des articles auraient donné des informations intéressantes sur l'étiologie de l'Afrique, des fièvres en Afrique. Le premier constat que l'on fait sur cette relecture rapide des 200 articles, c'est qu'il existe en Afrique très peu d'études systématiques des fièvres. En dehors du paludisme,
et des viroses hémorragiques qui font peur à tout le monde, eh bien, pas grand monde s'intéresse aux fièvres et à l'étiologie des fièvres en Afrique. Et en dehors des pathologies rapportées par les voyageurs, on ne retrouve pas beaucoup de descriptions des étiologies des fièvres en Afrique. Alors, sur cette base limitée, je me suis un peu posé la question, est-ce qu'il existe un déficit de recherche étiologique en Afrique? Et j'espère bien que la nouvelle génération va combler ce déficit. Globalement, quelles étaient les causes de fièvre qui étaient rapportées en Afrique sur ces revues? Donc, les viroses hémorragiques, avec tous les noms que vous connaissez, Marbourg, Lassa, Crimée-Congo, tout ce qui fait peur finalement appelle beaucoup de publications. Beaucoup d'arboviroses type dengue et dengue-like qui sont d'actualité, et je n'en parlerai pas dans ma présentation aujourd'hui parce que je pense que vous êtes suffisamment à l'actualité. Intéressant, on trouve pas mal de choses sur la rickettsiose, monkeypox, sur les spirokétoses, la trypanosomiase qui n'est pas tout à fait une fièvre isolée mais qui serait plutôt une fièvre prolongée, et enfin la fréquence des typhoïdes et des salmonella paratyphi chez les sujets voyageurs, les schistosomiases en phase d'invasion bien sûr, et un certain nombre de viroses comme les hépatites, les rougeoles dans les phases invasives qui présentent des fièvres isolées. Alors, de cette lecture-là, j'ai essayé de tirer quelques éléments rapides intéressants quand même sur ces fièvres africaines. Par exemple, en zone de transmission continue en Tanzanie, on voit que 32% des fièvres isolées sont d'autres causes. Et là, on a eu une petite explication des pathologies. 15% sont inconnues. En Tanzanie, une autre étude chez les patients fébriles fait remarquer que finalement, ce qu'on oublie souvent, c'est est-ce que les lames que vous lisez, les lames, on vous dit c'est du paludisme, est-ce qu'elles sont de qualité? Donc c'était important de le souligner, parce que, par exemple, récemment au Laos, on a rapporté un cas de paludisme dans une saison où il fait moins de 10 degrés actuellement, et j'ai dit non, c'est pas un paludisme. Ah mais si, l'hôpital a dit que c'était un paludisme. Alors j'ai demandé qu'on regarde un petit peu la lame. On a fait aussi un test rapide, et bien sûr, il n'y avait pas d'antigène. Donc, se rappeler que regarder la qualité du laboratoire. Et puis, par exemple, cette étude en Zambie, eh bien finalement, on n'a qu'un seul schéma de traitement de toutes les fièvres, c'est le paludisme, point, et pas d'autres stratégies alternatives aux autres causes de fièvre. Donc dans d'autres zones de transmission non permanente, on signale donc l'importance des fièvres autres, avec, vous voyez quand même, une morbidité particulièrement élevée, une mortalité. 50% de décès d'enfants entre 1 an et 9 ans sont liés à d'autres causes que le paludisme. Une deuxième étude au Burkina Faso, donc chez notre ami. Donc parmi les enfants qui ont été suivis dans la région de Nouna, je pense, donc on retrouve 55% de malaria et 85% des fièvres qui sont traitées par chloroquine. Et le point que je voulais souligner, c'est que ces fièvres-là sont en général traitées à domicile. Donc ça, c'est un point important dans la politique prise en charge thérapeutique. Et bien, finalement, on voit dans cette étude que la plupart des fièvres sont traitées quand même à domicile. Au Malawi, sur 10 500 admissions, seulement 40% de paludisme positif. Et là, on voit une première étude qui essaye d'apprécier chez les enfants qui ont des fièvres isolées l'origine de ces fièvres. Et là, on trouve que 17% des hémocultures sont positives, donc 43% chez les enfants de moins d'1 an. Et vous voyez que la fièvre typhoïde, enfin surtout les salmonella non typhi, sont responsables pour 70% des cas. Et le point à signaler, c'est qu'elle est quand même souvent associée au paludisme. La mortalité est particulièrement élevée, 40% donc, de ces enfants sont décédés à la suite de fièvres non palustres. Au Nigeria, le taux d'hémoculture positive était de l'ordre de 10%, de même au Rwanda. Donc pour reprendre un petit peu l'étude de tout à l'heure, j'ai essayé de voir un petit peu les études qui étaient faites sur les typhoïdes et salmonella non typhi en Afrique. Donc on trouve un certain nombre de documents. La seule chose que je voulais rappeler, c'est que le tableau clinique est trompeur, que c'était la première cause après traitement, les salmonella non typhi sont la première cause au Ghana, par exemple,
c'est un facteur de décès particulièrement important. Et le point important à signaler, lorsqu'on a la possibilité, c'est de pouvoir faire des hémocultures chez les sujets fébriles. Enfin, pour la typhoïde, vous savez comme moi que le deuxième point, c'est la résistance aux antibiotiques courants qui est en train de flamber dans tous les pays, avec des grosses difficultés puisque les médicaments sont de plus en plus chers. Au Mali, une étude a rapporté la prévalence des rickettsioses, d'une forme de rickettsiose qui donne la fièvre Q. C'est une fièvre qui est transmise par des poussières contaminées via le bétail. Ah ben voilà, donc Chris connaît peut-être mieux que moi. Et le point que je voulais souligner, c'est qu'on retrouve une clinique qui est complètement atypique, fièvre plus syndrome grippal. Il s'agit d'une pathologie fréquemment méconnue, elle est complètement ignorée, puisqu'une première étude avait montré 24% de séroprévalence en milieu urbain. Au Burkina Faso, en 1975, entre 1 et 10% de prévalence. Et au Niger, une étude auquel j'avais participé, près de 10% de sérologie positive pour cette forme de rickettsiose. Et l'hypothèse était que les gens s'immunisent de façon souvent inapparente, soit par ingestion de lait cru, soit par contact avec le bétail. Alors, fièvre isolée chez un voyageur, si vous ne regardez pas attentivement, eh bien voilà, ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a une espèce de bouton qui est évocateur donc d'une rickettsiose. Pardon. Et donc il s'agissait donc d'une fièvre boutonneuse méditerranéenne, et c'est une maladie que l'on a complètement tendance, je crois, à oublier en Afrique. Donc je crois que c'est très important de le rappeler. C'est une maladie relativement fréquente. Assez compliqué puisqu'il y a dans le groupe des rickettsia, il y a plein de sous-groupes de rickettsiose, ça donne un certain nombre de fièvres. Et ce qui est intéressant et très important à se rappeler, c'est que le traitement c'est la doxycycline, et qu'en général avec une administration de doxycycline, eh bien vous avez une apyrexie, et vous pouvez lire dans les excellents cas cliniques du groupe de Bernard Gahuser, les gens de la Réunion, ils ont fait des cas cliniques et puis ils vous ont présenté des gens qui restent 15 jours, 3 semaines avec des fièvres prolongées, et on a négligé, au bout d'un certain temps on s'est rendu compte que c'était des rickettsia. Voilà, donc une autre cause de borréliose, c'est les fièvres récurrentes à tiques en Afrique, et donc là c'est une synthèse qui avait été faite par l'équipe de Lecomte et Trapp. Ce qui était important, c'est de se rappeler là aussi qu'il n'y a pas de caractère pathognomonique. Or, une certaine récurrence de la fièvre, donc quand le sujet revient avec 2 ou 3 fièvres, vous devez penser qu'il s'agit peut-être d'une borréliose et pas seulement d'un paludisme de reviviscence ou de recrudescence. Donc je pense que c'est important. La mortalité est relativement élevée, 5%, et le traitement relativement simple, avec de la doxycycline. Voilà, donc on peut passer aussi à une autre cause de maladie qui finalement est décrite en Afrique aussi, la leptospirose, avec le point important, c'était de rappeler que la leptospirose, qui est une maladie qui se transmet via le contact avec les rongeurs ou les gens qui ont qui travaillent, on disait autrefois, les gens qui travaillaient, qui avaient des contacts, des soudures par les urines, c'est une maladie qui a été oubliée quand même jusqu'en 1995, alors que il y a une séroprévalence dans le nord du Gabon qui est relativement élevée, et on retrouve au Mozambique 10% de patients avec fièvre inspécifique qui sont positifs pour la leptospirose. Parmi les voyageurs au retour d'Afrique, c'est une des causes de fièvre hémorragique. Et là encore, l'intérêt, c'est que le traitement, c'est doxycycline. Quel commentaire de cette première approche sur les fièvres en Afrique ? Donc, bien sûr, l'indulgence, puisque c'est limité à un certain nombre de revues, mais que dans l'ensemble, on a l'impression qu'à part quelques pays, donc le Malawi peut-être, et puis peut-être le Mozambique, il existe peu de recherches étiologiques systématiques orientées vers les viroses graves, orientées vers les viroses, et que tout l'essentiel de la recherche se fait vers les viroses graves épidémiques, et donc il serait peut-être temps dans les pays de commencer à investir pour pouvoir cartographier ou investiguer les différents types de fièvres selon les pays, selon les saisons, ce qui bien sûr implique un certain nombre
d'investissements conséquents, en particulier en virologie, bactériologie et sérologie. Alors, un autre cas de figure, puisque c'était le sujet, au Laos, qu'est-ce qui se passe? Avant 99, toutes les fièvres étaient étiquetées paludisme, et en particulier dans les statistiques, la première cause de fièvre c'était syndrome paludéen ou palu à gouttes épaisses négatives, première cause de morbidité. Les fièvres à gouttes épaisses positives étaient les dernières dans les statistiques. J'exagère un tout petit peu peut-être, mais c'est important de le dire. Le traitement présomptif à l'époque était essentiellement antipalustre et antibiotiques, ampicilline ou Bactrim, qui sont des antibiotiques qui ont un spectre sur un certain nombre de germes. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Eh bien, il y a eu un laboratoire de bactériologie qui a été installé à l'hôpital, ou une équipe de recherche qui a été installée, donc l'apport de la recherche sur le paludisme, et les fièvres, toutes les fièvres ont été investiguées et ont fait l'objet d'un protocole de recherche systématique que je vais vous présenter rapidement. Donc il s'agissait d'études hospitalières. Tous les patients qui avaient de la fièvre avaient une goutte épaisse et un frottis, une hémoculture systématique et des prélèvements pour des sérologies à une semaine d'intervalle. Eh bien, premier résultat, on se rend compte que la typhoïde est la première cause de fièvre non palustre chez les sujets qui sont à goutte épaisse négative. Deuxième constat, chez les sujets qui ont à la fois les gouttes épaisses négatives et une hémoculture négative, eh bien là, un point important, les tests de diagnostic rapide ont permis de donner un résultat sur une pathologie, qu'il s'agisse du scrub typhus, de la leptospirose, murine typhus, des autrichetioses ou de la dengue. En 2006, l'équipe de Maosot a publié ces résultats, et donc vous voyez que parmi toutes les fièvres isolées, les rickettsioses représentent 27% des causes de fièvre, avec 15% le scrub typhus qui est une pathologie plutôt limitée à l'Asie, le typhus murin et les fièvres méditerranéennes. Quelle était l'implication de ce type de recherche? Ça, c'est le point qui est peut-être le plus intéressant. Eh bien, sur le plan clinique, les médecins ont commencé à regarder leurs malades, à les déshabiller un petit peu et à aller chercher les escarres. Dans la suite, non, je crois que j'ai pas mis, mais dans la suite des diapositives, vous verrez pas mal de choses sur le scrub typhus, sur la dengue, mais quand même l'exposé étant un peu long, je ne vous ai pas précisé. Mais souvent, on trouve les escarres dans les endroits les plus inimaginables, derrière les oreilles, au niveau du pubis ou derrière le genou. Donc des choses qu'il faut chercher systématiquement. Les escarres, pendant longtemps, on pensait elles alertaient pour le typhus, et effectivement, elles sont présentes que dans 52% des cas dans le scrub typhus, et par contre, dans le typhus murin, elles sont excessivement rares. Deuxième chose intéressante, c'est qu'en présence d'un frottis sanguin négatif, eh bien, on peut avoir une orientation diagnostique avec, en premier lieu, la typhoïde, puis les rickettsioses, la leptospirose et la dengue. Troisième point très important, c'est les stratégies antibiotiques présomptives. Vous voyez qu'il vaut mieux conseiller au Laos de prendre de la doxycycline, on remarque que ça peut se discuter avec la typhoïde, mais plutôt que de l'ampicilline Bactrim systématique. Parce que si votre malade a une rickettsiose, il va guérir en 24 heures, 48 heures. S'il a une typhoïde, vous avez le temps de mettre en route un deuxième traitement. Donc en gros, les fièvres aiguës à différencier en Asie se partagent en 5 fièvres qui se ressemblent beaucoup: paludisme, dengue, fièvre typhoïde ou salmonella non typhi, leptospirose et tous les types de rickettsiose. Il y en a d'autres beaucoup plus rares que je vous cite en bas, en particulier la tuberculose, la myéloïdose, un certain nombre de viroses en phase d'invasion, etc. Donc plusieurs études ont été faites dans les différents pays d'Asie et recoupent les données du Laos. En général, l'utilisation des hémocultures a permis et des sérodiagnostics ont permis d'avoir des diagnostics définitifs de laboratoire. Alors je vais passer rapidement puisque ces études se ressemblent un petit peu. Vous voyez que le scrub typhus est en général en tête, ou la typhoïde. Au Népal, avec aussi la prédominance donc de la typhoïde en été,
et en deuxième lieu l'érichétiose en Inde. Donc l'intérêt c'est de confirmer le diagnostic quand même dans 73% des cas. La petite limite, c'est vrai que c'est en général des études universitaires et qu'on n'a peut-être pas les moyens. Là, intéressant, c'est après les inondations, l'importance de la leptospirose, qui est une maladie qui peut se développer particulièrement au décours des inondations, des cyclones. C'est quelque chose d'intéressant pour Madagascar. Vous avez les cyclones régulièrement. Alors, parmi les constats qui sont faits, c'est se rappeler que, la clinique est très peu discriminante. Ce qu'on a appris en général, ne marche pas toujours. La leptospirose ectéro-hémorragique n'est pas toujours ectérique, est rarement hémorragique. La dengue est rarement hémorragique. Les éruptions sont souvent absentes dans les cas de dengue, de typhus, l'escarre de même, et un certain nombre de typhoïdes n'ont pas les tableaux classiques que vous connaissez bien. Et par exemple, en particulier chez les enfants, vous avez plutôt une constipation, vous avez plutôt une fièvre sans aucun caractère discriminant. Donc vous voyez une petite comparaison de l'évolution de la fièvre par scrotyphus ou de la fièvre typhoïde. On peut facilement se tromper. Lorsqu'on est devant un ictère, donc il ne s'agit pas tout à fait d'une fièvre isolée, mais devant un ictère, qu'est-ce qu'on peut évoquer en A, en B ou en C? S'agit-il d'une dengue, d'un typhus, leptospirose, ou comme il y a du purpura, est-ce qu'il s'agit d'une méningococcie? Voilà, donc il s'agissait en A d'une leptospirose, d'un typhus en B et d'une leptospirose en C. De même, devant une éruption fébrile, même genre de difficulté à diagnostiquer sur les critères cliniques qui font souvent plaisir à voir, mais qui finalement permettent rarement de faire la différence. Puisque en A, il s'agit d'une dengue, en B d'un typhus et en C d'une typhoïde. Donc, au niveau du dispensaire, la troisième partie de ma question était sur quel examen on peut s'appuyer. En gros, sur le paludisme, on a les tests rapides, le frottis sanguin, qui sont disponibles. Pour la dengue, un élément clinique important qui est pratiqué au Laos, c'est l'utilisation du test du tourniquet. On utilise un garrot et on compte le nombre de pétéchis après, une fois qu'on a enlevé le garrot. Vous aurez des images sur la suite, quand on n'a rien. C'est un élément important pour eux dans le diagnostic de la dengue. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de tests qui sont rarement disponibles dans les dispensaires. Les examens complémentaires sont en général peu discriminants, ça vous le savez déjà. Donc quelles sont les applications qu'on peut retirer de cette revue rapide des fièvres? Quelles sont les applications qu'on peut retirer pour l'Afrique? Un premier point qui semble évident, c'est que l'Afrique n'est pas à l'abri des infections non palustres. J'avais écrit ça sans penser au chikungunya de la Réunion, mais bon, vous êtes en plein dedans, je n'insiste pas. Deuxième point, c'est qu'il est urgent ou important d'étudier les fièvres indifférenciées, de préciser la part des fièvres qui pourraient avoir un traitement médical, différencier des fièvres virales, de façon à faire un traitement adapté, dans la mesure où la mortalité est relativement importante chez ces fièvres négligées. On a vu l'exemple du Malawi, avec 40% de mortalité chez les enfants. Il est important aussi que les protocoles présomptifs soient évalués par les responsables, peut-être revus, et éventuellement qu'on puisse proposer des alternatives pour les causes de deuxième ou troisième les deuxième ou troisième ligne, selon le niveau de transmission, selon la saison. Enfin, qu'on commence à faire un petit peu des diagnostics et des traitements plus conséquents. Donc vous voyez bien que l'Afrique n'est pas à l'abri des Aedes, puisque la répartition, cette carte montre la répartition des Aedes à travers l'Afrique. Que en Thaïlande, on ignorait la leptospirose pendant des années, et vous voyez le pic de mortalité puisqu'on ne connaissait pas, jusqu'à ce que l'on a commencé à s'intéresser à la leptospirose. Vous voyez que le pic de mortalité a rapidement chuté. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Toutes les fièvres donc ne sont pas des fièvres palustres, surtout si on se trouve en zone de paludisme intermittent ou de paludisme saisonnier, ou en paludisme urbain. Il est important de connaître l'écoépidémiologie du vecteur, ou s'il s'agit de sujets adultes en zone de transmission permanente. Il est donc important de tenir compte
du niveau de transmission dans son diagnostic. Je pense qu'en zone d'endémie, la première stratégie, c'est toujours de confirmer le diagnostic de paludisme. Et puis, si ce n'est pas possible, faire un traitement présomptif, bien sûr, puisque vous avez un risque élevé dans ces zones d'endémie. Dans les zones de transmission intermittente, il est important donc d'élucider les autres causes possibles de fièvre. Restez vigilants afin au cas où il y a une épidémie qui se déclare, il faut toujours penser bien sûr au paludisme et proposer un traitement présomptif de deuxième ou troisième ligne adapté à la zone. La clinique a donc peu d'éléments discriminants en faveur des hépatites, arboviroses, leptospirose. Des associations possibles sont trompeuses. Des associations trompeuses sont possibles, en particulier pour la typhoïde et les rickettsioses. Il est important de répéter la recherche de signes de localisation. Dans le domaine de la biologie, intéressant, c'est la possibilité donc de contrôler les lames et à un deuxième niveau d'utiliser des tests rapides. Dans un troisième niveau, l'utilisation des hémocultures lorsque c'est possible. Donc, afin d'améliorer l'identification étiologique des fièvres, il faudrait se mettre au travail, je pense, ce qui permettrait d'adapter dans un certain nombre de contextes les guidelines. Voilà, merci de votre attention. Et puis, ceux qui auront un petit peu de curiosité, bien voilà, vous aurez quelques images de dingue. Voilà, donc ça sera dans les documents. Donc ça c'est tiré de la bibliothèque, comment on appelle ça, de la photothèque de l'Institut de médecine tropicale au Laos, avec quelques petits rappels donc sur des pathologies relativement courantes. La recherche des leptospires dans les urines, des borrélioses aussi sur les gouttes épaisses, voilà, etc., etc. Je vous remercie de votre attention.